il voit des sphères et il voit de l'espace. Donc par conséquent, il va commencer non pas à réfléchir à des cadres de référence et à essayer de faire rentrer les choses dans ce cadre, mais au contraire, il ouvre son esprit et il se dit, tiens, que ce que je vois des sphères. Tiens, peut-être que la sphère pourrait se retrouver partout, peut-être que la sphère peut avoir un rôle dans ce qui va suivre. Donc, on a vu comment fonctionnait la force gravitationnelle. Je vais encore vous donner la définition, parce qu'elle est importante, je pense, de bien comprendre aussi d'un point de vue mathématique en quoi consiste la définition de cette force gravitationnelle. En physique quantique, elle pose un problème, et pourquoi cette force gravitationnelle pose un problème en physique quantique par rapport à la physique cosmologique. Quand vous regardez la formule gravitationnelle, vous avez la force gravitationnelle est égale à la constante qu'on appelle constante gravitationnelle qui a été découverte par Cavendish, donc multipliée par le produit des masses par la distance qui les sépare au carré. Quand on parle de masse comme la Terre, 10 exposant, 24 ou 30 grammes, 30 kilos plutôt, dans ce cas-là, on est dans des valeurs qui sont élevées. Pourquoi est-ce qu'il faut une valeur élevée? Parce que cette fameuse constante gravitationnelle, elle vaut 6,67 fois 10 moins 11 kg, etc. Ça veut dire que vous avez déjà 10 exposant 11. Il faut déjà avoir quelque chose qui est au moins dans les masses de 10 exposant 11 kg avant de sentir cette force gravitationnelle. Ça veut dire que si jamais toi tu pèses plus ou moins 50 kg, moins 100, avec 150 kg, avec les 10 moins 11, bon allez, je vais mettre même 200 kg, ça va faire 2 fois 10 exposant 2. Donc on aura une force gravitationnelle entre nous, si on était à 1 mètre de distance, de donc 10 moins 11 et 10, 2, on aura donc 10 moins 9 newtons. Tu ne te sens pas très fort attiré par moi. Logique. Donc, ça fonctionne avec les corps, les astres, etc. Ça ne pose pas de problème. En plus, donc, puisque la distance est élevée au carré, au plus je m'éloigne, au plus ce terme devient grand, au plus ma force va faire poids. Si je double la distance, je vais avoir une force qui est divisée par... Allez les gars, par 4, tout simplement. Donc on voit que plus on est loin, plus cette force diminue. Maintenant, si je prends le cas des protons ou le cas de la physique quantique, je suis déjà dans l'ordre. Les protons, ils pèsent combien? En tout cas, celui qu'on mesure nous, avec nos méthodes de spectroscopie de masse et autres, on va les avoir dans les 10-13. 10-13 et 10-11, même s'ils sont tout petits et tout prêches, il n'y aura pas d'attraction. Il y en aura moins qu'entre monsieur et moi. Or, les protons, entre autres, ils sont positifs. Si vous prenez deux aimants, c'est le même principe, et que vous mettez les pôles nord et pôles nord ensemble, vous pourrez toujours essayer de courir pour les mettre ensemble, ça ne marchera pas. Avec les protons, ils sont positifs et positifs, pour les mettre ensemble, il faut une sacrée force. Vraiment une sacrée force. Sinon, ils s'en vont. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la force forte, parce qu'elle est forte. Donc par conséquent, il fallait vaincre cette répulsion électrostatique. Et visiblement, la gravité, en tout cas, pour moi, logiquement comme ça ne peut pas être la force gravitationnelle. À cause de ce que je viens de vous donner. De cette constante gravitationnelle, de la masse des protons, donc il fallait développer quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'on a développé un modèle standard. C'est pour ça qu'on a développé d'autres choses, d'autres interactions. On essaie de comprendre. C'est une démarche tout à fait intelligente. Nassim, lui,
il s'est dit, mais voilà, puisqu'il nous faut une masse plus importante, et que, d'après mes recherches, d'après mon intuition, mon feeling, toute la matière est organisée en trous noirs. Est-ce qu'un trou noir pourrait avoir une masse suffisante? Mais avant de répondre à cette question, voyons donc ce que c'est que ces trous noirs, puisque si on part du principe qu'un trou noir est ce dangereux trou qui absorbe tout, on peut arrêter la discussion ici. Puisque les trous noirs absorbent tout, on va tous mourir, c'est fini, alors autant aller pour une guerre et faisons autre chose. Donc, un trou noir, c'est quoi? C'est évidemment quelque chose qui a une masse extrêmement importante, et on le définit comme un corps dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Et évidemment, comme ils n'émettent pas de lumière, ils sont noirs. Volontairement, je n'ai pas précisé qu'il y a un rayonnement qui s'en échappe. Parce que dans l'histoire des trous noirs, ce rayonnement n'a été découvert que très tard. Et il n'a pas été découvert parce qu'on analysait les trous noirs. Il a été découvert parce qu'on cherchait à voir si les trous noirs étaient occupés à mettre toute notre physique par terre. Parce qu'en physique, il y a quelque chose que l'on est obligé de respecter. Parce que si jamais ça tombe, alors je ne sais même plus comment je m'appelle. Et ça s'appelle les principes de la thermodynamique. Or, le trou noir, s'il absorbe tout, votre thermodynamique, les gars, elle n'est plus là. Donc, ça remet tout en question, on se retrouve à l'âge de la pierre, ça ne marche pas. Donc, par conséquent, on avait intérêt à trouver que ces trous noirs rayonnaient, et heureusement, Hawking a trouvé que ce trou noir avait bien un rayonnement, sinon notre thermodynamique, c'était fini. Les caractéristiques d'un trou noir, jusqu'ici, vous comprenez? Bon, niveau pour cent, continuons. Les caractéristiques d'un trou noir, donc, vous allez voir, en fait, qu'ils ont beaucoup de caractéristiques et que c'est pas du tout un machin qui absorbe tout et qui rend rien du tout, que c'est pas une prison céleste où on peut mettre la matière et tout. C'est vraiment quelque chose que l'on comprend beaucoup mieux depuis quelques années. Le premier trou noir qui a vraiment été étudié, c'est Cygnus X1, et on peut en fait étudier les trous noirs grâce aux rayons X qu'ils émettent. Quand la matière est surchauffée, quand elle arrive dans l'horizon des événements, on a en fait une serre photonique qui est là, et c'est comme ça qu'on peut les voir. On peut aussi évidemment les voir parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une attraction gravitationnelle qui est extrêmement élevée à cet endroit-là, mais il y a d'autres moyens de les découvrir. Les caractéristiques, donc, des trous noirs, il y en a beaucoup, on va les voir. Les trous noirs aussi, au départ, du temps de Schwarzschild en 1915, c'était des objets mathématiques qui n'existaient pas. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il devait en avoir. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y en a au cœur de chaque galaxie. Intéressant, pourquoi est-ce qu'il y en aurait au cœur de chaque galaxie? Bien, quelles seraient les conséquences d'un trou noir au cœur de chaque galaxie? Mais c'est simplement la rotation de votre galaxie. Est-ce que vous avez déjà vu une galaxie statique? Les galaxies sont en rotation. Et si vous n'avez pas un trou noir, en tout cas, c'est une supposition que je fais, au centre de la galaxie, vous n'aurez pas de rotation. Donc, il y en aurait, ou il y en a au centre de chaque galaxie, mais il y en a évidemment partout ailleurs. Donc, ils sont nombreux, et chaque jour, on en découvre maintenant. Quand vous allez sur le site de la NASA ou autre,
vous allez voir que de plus en plus, on vous dit, tiens, il y a un trou noir là-bas, il y en a un là-bas, tiens, on voit deux trous noirs qui sont en interaction là-bas, qui ont un phénomène de rotation. On mesure au niveau cosmologique que les trous noirs qui sont dans leur influence mutuelle, en fait, ne sont pas spécialement en train de s'absorber, bien que c'est possible, mais qu'ils ont des vitesses relativistes aussi. À propos de la vitesse, est-ce qu'une vitesse relativiste, c'est tellement quelque chose d'exceptionnel? Vous savez que les électrons dans la matière tournent environ 9 dixièmes de la vitesse de la lumière autour du noyau. Mais si vous imaginez la somme des vecteurs de vitesse que l'on a, nous sommes sur une Terre qui a une rotation. On a déjà une petite vitesse. En plus, il y a une révolution. Oula, il faut déjà un peu plus. Et puis, on est dans une galaxie qui a une rotation et une révolution. On est dans un cluster qui a la même chose, etc., etc. Quand vous commencez à additionner ça, c'est pas mal la vitesse. Donc, de nouveau. Alors, donc, quels sont les types de trous noirs? Jusqu'à présent, on ne peut connaître que 3 types de caractéristiques. Pour un trou noir, tous les trous noirs ont une masse. Ils peuvent être soit chargés électriquement, soit non. Et ils peuvent être soit non rotatifs, soit sans moment cinétique, soit avec moment cinétique. On a donc 4 types de trous noirs différents. Alors, on va retrouver notre seul photon qui permet d'ailleurs de les détecter. Ici, vous avez l'horizon des événements et vous avez ici une singularité. Vous avez ici un trou noir de type de Schwarzschild. Il est donc non rotatif et il est non chargé. Le trou noir suivant est toujours un trou noir qui est non rotatif. Comment est-ce qu'on sait? Tout simplement parce que l'horizon des événements n'est pas aplati. La Terre tourne. Bon, elle est solide, plus ou moins. Quelle est la forme de la Terre? Elle n'est pas ronde, elle est géoïde. Parce que vous avez justement ce phénomène de rotation. Et ici, vous avez une rotation à des vitesses beaucoup plus élevées. Donc, on obtient en fait des sphères aplaties, beaucoup plus aplaties. Ici, vous avez le trou noir de Kerr, qui est un trou noir qui n'est pas en rotation et qui est non chargé. Et c'est en général dans cette famille de trous noirs que l'on met les trous noirs que l'on décèle en cosmologie. Voici un exemple de trou noir rotatif et vous voyez bien que l'horizon des événements n'est pas plat. C'est pour ça, n'est pas rond en tout cas, qu'on ne peut pas utiliser le rayon comme valeur de référence, puisque évidemment, comme on n'a pas une sphère parfaitement ronde, et puis c'est aussi difficile dans quelque chose qui a une attraction gravitationnelle aussi élevée, de mettre une distance là-dedans. Puisque vous savez qu'un des principes de la relativité, c'est de dire que les distances varient avec l'attraction gravitationnelle. Plus l'attraction gravitationnelle est élevée, plus vous avez une variation. Or ici, nous sommes dans des cas où l'attraction gravitationnelle est extrêmement élevée. Donc, il est tout à fait logique de réfléchir dans les trous noirs en tant qu'horizon des événements, en tant qu'enveloppe du trou noir, plutôt qu'en tant que rayon. Le théorème de la calvitie, et là, de nouveau, je vais reprendre mon texte, mais en 2 mots, c'est évidemment un théorème qui est extrêmement important parce que l'information qui se trouve dans la matière, normalement, l'information, on parle d'information énergie ou masse, c'était plus ou moins similaire, mais on retrouve des caractéristiques. Et quand cette information passe dans un trou noir, au départ on pensait qu'elle disparaissait, qu'elle n'avait plus. Donc le premier principe de la thermodynamique ne fonctionnait plus. Mais il y avait aussi un autre problème. C'est que on a de l'information et tout d'un coup elle n'est plus là.
Donc, le théorème de la calvitie nous dit que les trous noirs ont une sorte d'uniformité. Ils ne possèdent aucun détail, aucun poil, et on peut juste connaître trois caractéristiques: leur masse, leur charge électrique et leur moment cinétique. Et ce, quel que soit le mode de formation et la nature de la matière qui essaie de les former. Si jamais vous avez Mars qui devient un petit trou noir, et que vous avez la Terre qui devient un petit trou noir, malgré qu'il y a plein d'habitants sympathiques ici dessus, etc., on n'aura plus de traces de ça. On n'aura plus que trois caractéristiques. On ne saura pas dire, tiens, ce trou noir qui est là, il provient de la Terre. Celui-là provient de Mars. Il perd toute cette notion d'information. Donc la transformation, par exemple de la Terre en un trou noir, émet un certain nombre de photons et d'ondes gravitationnelles. Mais l'information véhiculée par ces émissions est insuffisante pour savoir quelles étaient les caractéristiques originelles de l'étoile. Une énorme quantité d'informations sur les caractéristiques originelles de l'étoile doit donc rester à l'intérieur d'eux ou sur l'horizon des événements. De même, quand de la matière est absorbée par le trou noir, celle-ci perd ses poils en émettant des ondes gravitationnelles, mais la quantité d'informations émises par celle-ci est très insuffisante pour retrouver les caractéristiques initiales de la matière absorbée. Il semblait donc que l'importante quantité d'informations contenues dans un trou noir ne pourrait jamais en sortir et était même détruite à son entrée dès l'horizon des événements. Pour l'instant, on ne sait pas si de la matière peut sortir d'un trou noir. Nos observations des trous noirs datent d'il y a à peu près 20 ans. À l'échelle cosmologique, 20 ans, ce sont des peanuts. Qui nous dit par exemple qu'à partir du moment où on est dans le centre du trou noir, il ne se passe pas quelque chose, ils ne sont pas reliés à des trous de verre, par exemple, ces fameux wormholes qui permettent de passer d'un endroit à l'autre, puisque dans le modèle holographique, on va voir que la capacité énergétique du proton contient la possibilité de contenir tous les autres protons, comme si jamais les 10 exposants 80 protons de l'univers étaient vraiment connectés à un proton. Donc il y a cette possibilité d'avoir ces petits trous de verre qui sont connectés et qui répartissent l'énergie masse finalement et l'information. Ce qui sera assez intéressant parce que ça prouverait que mes protons communiquent avec les vôtres. Et je peux plus dire, tiens, celui-là il m'appartient. C'est le mien, reste bien là. Donc cela posait un problème avec la thermodynamique, puisque l'énergie ou l'information est toujours conservée et ne peut pas être détruite. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe de l'information, car cela violait le premier principe de la thermodynamique. Ce paradoxe de l'information a trouvé une solution grâce au principe holographique. On va voir le principe holographique plus tard, mais en ce qui concerne en tout cas la thermodynamique, qui est quand même le b.a.-ba de la physique, on se rend compte qu'on est allé assez loin pour expliquer quelle était la thermodynamique des trous noirs. Si les trous noirs, c'est des objets qui n'intéressent personne, je me demande alors pourquoi avoir fait ça. Je rigole parce que, après l'article de Nexus, j'ai reçu une lettre d'un docteur Alexandre quelque chose. Donc, je ne sais pas en quoi est-ce qu'il était docteur, mais il me dit qu'il est issu d'Amérique, les trous noirs n'existent pas. Ben, monsieur, c'est votre droit d'y croire, de ne pas y croire. Mais je pense qu'on n'est pas au niveau ici de la croyance. Il y a des indices qui prouvent qu'il y a des choses qui sont là, qui ont une masse gravitationnelle énorme. Et ben voilà, maintenant, je pense que vous pouvez trouver en science tout et son contraire.
Il y a des médecins qui disent que fumer c'est bon pour la santé. Il y a des cigarettiers qui ont fait plein d'analyses en disant ben oui, finalement ça ne tue pas. J'ai encore vu notamment, c'était assez comique, dans les années 55, une étude validée par un institut médical qui disait que, en fait, quand on avait une cirrhose du foie, finalement, boire un petit peu d'alcool, c'était pas si mauvais que ça. C'était au contraire, ça stimulait les défenses du foie. Ben oui, on peut très bien trouver encore des scientifiques qui vont vous dire des trous noirs, mais ça n'existe pas. Oui, ceci, pas de problème. Mais je ne réponds pas en général à ce genre de courrier. Donc, la thermodynamique des trous noirs, et enfin, ce fameux rayonnement de Hawking qui a permis justement à la thermodynamique de fonctionner, puisque lorsqu'on a un corps noir qui reçoit de l'information, il doit émettre aussi de l'information. Et le rayonnement de Hawking, qui a été découvert, il a évidemment prouvé que les corps noirs émettaient finalement un rayonnement, ce qui a permis la mise en place de ces fameux principes de la thermodynamique. Alors maintenant, comme le nom du dernier papier l'indique, la gravité quantique et la masse holographique, vous avez là-dedans holographique. Qu'est-ce que c'est que l'holographie?